Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez l'âme aguerrie. Mourir est beau, mourir est beau. Pour le drapeau, pour la patrie. Quelques versets de la Dessalinienne, c'est-à-dire de l'hymne national haïtien. Vous l'avez compris, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la question du drapeau haïtien en particulier, mais du drapeau, nous allons donc extrapoler pour parler de la problématique de la création des nations. Le prétexte nous fut servi à l'occasion de l'anniversaire convenu du drapeau haïtien en ce 18 mai. 18 mai 2021, qui rappelle le 18 mai 1803, donc 218 ans depuis que le drapeau haïtien a été créé. Sauf que dit comme ça, je vous laisse la fausse impression, je dis bien la fausse impression, qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de controverse autour du drapeau haïtien. Au fait, il y en a plusieurs, dont deux. La question des couleurs. Qu'est-ce qui a constitué les couleurs originelles du drapeau haïtien? Sont-ce le noir et le rouge ou le bleu et le rouge? La deuxième controverse, c'est quelle est la date véritable de la création du drapeau haïtien? Est-ce le 18 mai 1803, comme on le fait depuis toujours, ou bien est-ce que ce drapeau a été créé en février 1803? Derrière tout ce débat haïtiano-haïtien se profile un autre débat, un débat plus africain, un débat plus afro-descendant. Nous savons que nos ancêtres, lorsqu'ils ont créé nos nations, lorsqu'ils ont créé nos drapeaux, ils ne l'ont pas fait à l'improviste, ils y ont pensé. Le choix des couleurs, le choix des devises. Et moi, je voudrais attirer votre attention sur l'idéologie qui se cache derrière le choix des couleurs, l'intention qui se cache derrière les devises qui sont choisis, derrière les symboles qui sont choisis par nos ancêtres. Et puisqu'on va parler de symboles, on va parler d'égrégores, et on parlera, lâchons le mot, aussi, n'est-ce pas, de mysticisme derrière la création de nos drapeaux. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, et tout ça c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième et second temps, nous allons aussi nous intéresser aux conditions par lesquelles nos ancêtres ont créé le drapeau et ont créé la nation. Pourquoi ils ont réussi là où nous échouons, nous? Quelle est leur recette? Pourquoi eux ont réussi, tandis que nous continuons d'échouer piteusement? Donc vous notez que le drapeau n'est que prétexte pour regarder en face nos problématiques de nation, nos problématiques contemporaines. Vous connaissez le rituel, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je vous veux attentif ce matin encore, car nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À bientôt.
pause, on s'était promis de parler du drapeau haïtien. Mais de parler surtout du drapeau en tant que symbolique, en tant qu'égrégore, et nous intéresser à la question, mais pourquoi nos ancêtres ont-ils choisi telle couleur plutôt que telle autre, nous intéresser aux armoiries, nous intéresser, n'est-ce pas, aux devises, aux légendes que nos ancêtres ont choisies. Si vous prêtez bien attention au drapeau haïtien, tel qu'il apparaît par exemple sur la page couverture de mon dernier livre Haïti, miroir d'une société en décomposition, nous retrouvons les couleurs nationales, bleu et rouge, disposées horizontalement, et au milieu du drapeau, on a donc les armoiries, un palmiste, qui est lui-même surmonté du bonnet de la liberté. Au pied du palmiste, on retrouve un trophée d'armes avec la légende « L'union fait la force ». Puisqu'on va parler de l'histoire du drapeau, ce serait trompeur que de croire que le drapeau national a toujours eu ces deux couleurs, que le drapeau national a toujours eu ses armoiries et surtout qu'au milieu de ce drapeau national ont toujours été inscrites ces lettres-là, à savoir l'union fait la force. C'est plutôt le contraire. La vérité, c'est que même la date du 18 mai, qui est consacrée comme la date de la création du drapeau haïtien, porte à controverse, parce que, telles que les recherches historiques, tels que les documents l'attestent, la création du drapeau haïtien remonte à avant le mois de mai 1803. La création du drapeau remonte au mois de février 1803. Pour vous aider à comprendre, nous devons nous rappeler que au 19e siècle, donc en 1803, Haïti, qu'on appelait alors Saint-Domingue, était une colonie française. La colonie la plus riche de toutes les colonies. Pas seulement la colonie la plus riche pour la France, c'est aussi la colonie la plus riche de toutes les colonies. Si on compare, n'est-ce pas, ce que Saint-Domingue, qu'on allait appeler plus tard Haïti, rapportait à la France, c'était vraiment la colonie la plus riche. Pour plusieurs raisons. Saint-Domingue, c'était la capitale mondiale du sucre, hein? Saint-Domingue produisait la plus grande quantité de sucre qui était consommée partout en Europe. Saint-Domingue, c'était aussi la capitale mondiale du café. Saint-Domingue produisait le meilleur café au monde. Et en dehors du café, en dehors du sucre, Saint-Domingue produisait aussi l'indigo. Saint-Domingue produisait aussi n'est-ce pas, le coton. Saint-Domingue produisait aussi, n'est-ce pas, d'autres articles qui font en sorte que c'était vraiment la perle des Antilles. Quand on dit la perle des Antilles, ce n'était point la perle pour nos ancêtres. Au contraire, c'était l'enfer des Antilles pour nos ancêtres. La perle des Antilles, c'était en effet pour les colons, ceux qui faisaient travailler nos ancêtres, n'est-ce pas, du jour au crépuscule, sans rien recevoir en retour. Sauf que, à partir de 1791, des choses vont sérieusement bouger à Saint-Domingue. Que s'est-il passé à partir de 1791? C'est qu'à partir du mois d'août 1791, les esclaves, nos ancêtres, vont refuser d'être considérés comme esclaves. Ils vont provoquer ce qu'on appelle le soulèvement général des esclaves lors d'une cérémonie politico-religieuse qu'on appelle la cérémonie du bois caïman le 14 août 1791. Et à partir de cette date, plus rien n'était comme avant à Saint-Domingue. Il fallait négocier désormais. Il fallait compter avec les 500 000 esclaves qui refusaient tout simplement de travailler dans les champs de coton,
qui refusaient de travailler pour produire du sucre, qui refusaient de travailler pour produire, n'est-ce pas, si vous voulez, du café. Sauf que la France ne voyait pas la chose d'un bon œil. Des esclaves qui refusent de travailler signifie tout simplement l'effondrement de l'économie française. Et là, la France va y aller par une série de commissions civiles, c'est-à-dire des gens que la France révolutionnaire va dépêcher à Saint-Domingue pour essayer de pacifier la colonie, pour essayer de faire rentrer les esclaves sur les plantations. Sauf que devant la ténacité de nos ancêtres, devant leur combativité et surtout devant leur verticalité, devant leur refus de retourner sur les plantations à titre d'esclaves, l'un des commissaires, dépêché par la France, Sontonax, n'avait pas le choix que de procéder à la proclamation de la liberté générale des Noirs. Et cela s'est passé, encore une fois, au mois d'août 1793. Et encore une fois, ce n'était pas une faveur que Sontonax avait faite à nos ancêtres, puisqu'avant même cette proclamation, je vous l'ai dit, donc 2 ans auparavant, nos ancêtres s'étaient tenus debout pour dire « basta, nous ne retournerons plus sur la plantation à titre d'esclaves ». Bon. Et là, dans ce contexte-là, va émerger un personnage plus grand que nature, dont j'ai déjà parlé dans une autre capsule, un certain Toussaint Louverture. Toussaint Louverture va devenir, n'est-ce pas, le personnage incontournable à Saint-Domingue, comme l'aura dit l'un des généraux français. Avec Toussaint, on pouvait tout faire, et sans Toussaint, on ne pouvait rien faire. C'était le personnage incontournable. Quand la France envoyait, par exemple, un gouverneur, s'il ne s'entendait pas avec lui, il le rembarquait pour la France. Il était devenu non seulement le militaire le plus en vue, mais également le politicien le plus expérimenté de la colonie, en sorte que ce Toussaint Louverture était à la fois un militaire, un politicien et surtout un diplomate aguerri qui s'entretenait avec les représentants de l'Angleterre, qui s'entretenait avec les représentants des États-Unis. Il correspondait avec le président des États-Unis lui-même pour faire commerce avec lui, qui s'entretenait aussi avec les représentants de l'Espagne. Bon. Et déjà, n'est-ce pas, on sentait que Saint-Domingue s'en allait vers autre chose que vers un simple statut de colonie française. À preuve, Toussaint, en 1801, va écrire une constitution spécifique pour Saint-Domingue. Entre-temps, en France, il y a un certain Napoléon Bonaparte qui règne et qui décide de faire rentrer Saint-Domingue dans l'ordre, dans le statu quo ante. C'est quoi cette affaire de Noirs qui refusent d'être traités comme esclaves? C'est quoi cette affaire de Noirs qui refusent de travailler comme avant pour des Blancs? Et surtout, quelle est cette affaire d'une colonie qui est dirigée par un Noir à titre de gouverneur général à vie? Et c'est ainsi donc que Napoléon Bonaparte, ça c'est important de le dire parce que ça va vous permettre de comprendre le contexte de la création du drapeau, Napoléon Bonaparte va préparer ce qu'on appelle l'expédition Leclerc, la plus grosse expédition de l'armée française dans les Antilles. Cette expédition donc va être dirigée par le capitaine général, le beau-frère de Napoléon Bonaparte lui-même, le général Leclerc, et dans cette expédition, c'est quand même 30 000 soldats qui sont dépêchés vers les Antilles, c'est quand même 33 vaisseaux français qui arrivent dans les mers domingoises, c'est quand même 21 frégates françaises qui arrivent, en sorte que, à leur arrivée, Toussaint Louverture a dit décidément c'est toute la France qui arrive à Saint-Domingue. Quel était donc le but de l'expédition Leclerc?
but avoué, ramener de l'ordre à Saint-Domingue. But inavoué, réduire l'influence de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, le tuer ou le déporter éventuellement, ce qui sera fait. Déporter tous les officiers mulâtres qu'il y a à Saint-Domingue. Assassiner tous les soldats noirs et tous ceux qui ont plus de 12 ans et repeupler la colonie avec d'autres noirs, question de rétablir l'esclavage. C'était ça la mission de l'expédition Leclerc. Et là, vous aurez compris que à partir de l'expédition Leclerc, la donne va changer. Leclerc va arriver avec ses 30 000 soldats et nos ancêtres, n'est-ce pas, ne vont pas l'entendre, n'est-ce pas, de cette oreille. Il va y avoir une guerre farouche entre l'armée indigène et l'armée française. La question du drapeau, jusque-là, ne se pose pas, puisque, comme je l'ai dit au début de l'émission, Saint-Domingue est considéré comme une colonie française. En sorte que, au temps de Toussaint Louverture, par exemple, il n'a jamais été question de doter la colonie d'un autre drapeau, puisque Saint-Domingue avait le statut d'une colonie française. Les choses vont changer lorsque, par exemple, nos ancêtres vont voir clair au jeu de Napoléon Bonaparte, lorsqu'ils vont voir clair au jeu de Leclerc, lorsqu'ils vont voir clair au jeu de Rochambeau. Un Alexandre Pétion, par exemple, qui est arrivé avec Leclerc lors de l'expédition pour combattre, n'est-ce pas, l'armée indigène, va réaliser que les Français vont l'utiliser contre ses propres frères pour les tuer, mais qu'une fois ce travail aurait été fait, lui-même serait soit assassiné, soit déporté, ou soit réduit en esclavage, selon le vœu de Napoléon Bonaparte. Et là, il va y avoir une entente entre les anciens libres, les mulâtres, les gens de couleur, et les nouveaux libres, c'est-à-dire les noirs qui se sont soulevés en disant que nous ne retournerons plus à la plantation à titre d'esclaves. De cette union entre anciens libres et nouveaux libres va naître donc l'armée indigène à la tête de laquelle va se retrouver nul autre que le général Jean-Jacques Dessalines. Alors il y aura des guerres, il y aura des combats sur tout le territoire domingois entre l'armée de nos ancêtres, l'armée indigène et l'armée française. La question du drapeau ne s'est pas encore posée parce que l'armée indigène de nos ancêtres continuait d'utiliser, comme si de rien n'était, le symbole de la France, c'est-à-dire le tricolore, le bleu, blanc, rouge. La question qui consiste à savoir est-ce qu'il ne nous faut pas notre drapeau à nous ne se posait pas encore. Jusqu'à un combat particulier dans l'Ouest, qui est dirigé par Pétion. Ce combat eut lieu dans la plaine du cul-de-sac, donc dans l'ouest, n'est-ce pas, de l'île. Que s'est-il passé? À la suite de ce combat farouche entre l'armée française et l'armée indigène, eh bien, l'armée française va mettre la main sur un certain nombre, n'est-ce pas, de produits, sur un certain nombre de butins qui provenaient de l'armée indigène. Et l'un des objets saisis par l'armée française, c'est le drapeau de l'armée indigène. Ce drapeau-là n'était nul autre que le bleu, blanc, rouge. Et alors là, les Français n'ont pas pu s'empêcher de rire. Ils ont dit, écoutez, regardez des gens qui prétendent se battre pour l'indépendance. Lorsqu'on a saisi quelques objets en provenance de leur armée, surprise, on retrouve exactement le drapeau français. Donc, ils ne se battent pas vraiment pour l'indépendance, ils se battent pour autre chose, mais ils ne se battent pas pour l'indépendance, puisqu'ils ont exactement le drapeau français, le même que nous.
Et vous savez qu'en contexte de guerre, la propagande est un élément important. Le temps de le dire, les officiels de l'armée française à Saint-Domingue ont fait imprimer des documents disant que les indigènes ne se battent pas pour l'indépendance, ils se battent pour autre chose. La preuve, c'est qu'ils ont gardé le drapeau français. Derrière cette propagande, c'est une pensée profondément raciste. N'oublions pas que pour un Napoléon Bonaparte, par exemple, j'en ai parlé dans ma dernière émission sur Bonaparte, les Noirs ne sont pas en mesure d'apprécier le concept de liberté. D'ailleurs, il a dit que la liberté, c'est un plat pour lequel l'estomac des Noirs n'a pas été fait. Donc quand ils font cette propagande, à savoir que les Noirs ne se battent pas pour l'indépendance, ils sont en train de dire qu'ils ne se battent pas pour la liberté. Ils ne comprennent pas ce concept abstrait qu'est la liberté. On leur demande de se battre, ils se battent par mimétisme, mais ils ne comprennent pas le concept de l'indépendance. La preuve, c'est qu'ils continuent d'utiliser le même drapeau que nous. Et je vous ai dit que ce combat se déroula dans la plaine du cul-de-sac, dans l'ouest de l'île, où Pétion était justement le commandant. Pétion reçoit ces informations-là, il voit les imprimer et il écrit à son chef, le général Jean-Jacques Dessalines, dont la base se trouve dans l'Artibonite, à Petite Rivière de l'Artibonite. Nous sommes en février 1803. La date ici est importante. Pétion écrit à Dessalines pour lui dire « Citoyen général, voici une nouvelle propagande dont nous sommes victimes. Puisque nous utilisons le même drapeau que l'armée française, eh bien, l'armée française conclut que nous ne nous battons pas pour l'indépendance, mais que nous nous battons pour des notions que nous ne maîtrisons pas. » Et encore une fois, comprenez l'effet qu'une telle propagande aurait sur les troupes. Si on ne se bat pas pour l'indépendance, on se bat pour quoi? Si on ne se bat pas pour la liberté, on se bat pour quoi? Dessalines est à la petite rivière de l'Artibonite. Nous sommes en février 1803. Il comprend l'enjeu psychologique, il comprend l'enjeu idéologique et l'histoire nous dit que d'un mouvement spontané, il prend le drapeau français, le tricolore bleu, blanc, rouge, et il déchire le blanc. Le blanc qui est ici le symbole du français esclavagiste, le symbole du français suprémaciste, le symbole du français, n'est-ce pas, raciste, et il demande à sa filleule, Catherine Flon, de coudre les deux autres morceaux qui restent, c'est-à-dire le bleu et le rouge, et dans son esprit, le bleu symbolise le nouveau libre, le noir, le rouge symbolise l'ancien libre, n'est-ce pas, l'homme de couleur, et il dit désormais, voilà notre drapeau. Le bleu et le rouge, disposés verticalement, le bleu du côté de la rampe et le rouge de l'autre côté, et au milieu du drapeau, il écrit la devise « Liberté ou la mort ». Ça, c'est en ce qui concerne Dessalines. Mais là, on n'a rien réglé encore. Tout ce que je vous dis là, c'est que s'il faut parler de la création du drapeau haïtien, le drapeau haïtien, historiquement, le drapeau haïtien, techniquement, n'a pas été créé le 18 mai 1803. Il a été créé en février 1803. Au fait, quelque part, vers le 13 ou le 14 février, il faut déduire la date, même si on n'est pas sûr, puisque dès le lendemain, le frère de Catherine Flon, qui avait toute l'oreille et toute l'attention de Jean-Jacques Dessalines, va être assassiné, Jacques Flon va être assassiné par les Français. Mais, très bien, nous sommes en février, ce qui écarte la date du 18 mai, comme date de la création du drapeau haïtien. Nous allons voir pourquoi on retient la date du 18 mai. En vous présentant le bleu et le rouge comme les couleurs du drapeau dessalinien, je vous laisse la fausse impression que le bleu et le rouge auraient été le premier drapeau que
nos armées indigènes ont utilisé. Vous notez que désormais je parlais de l'armée indigène et là tout à coup je parle des armées indigènes. C'est un fait exprès. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand on parle de l'armée indigène avec les Jean-Jacques Dessalines, avec les Alexandre Pétion, avec les Capois-Lamort, avec les Henri Christophe, pour ne citer que ces gens-là, on oublie qu'il y a d'autres combattants qui ne se sont pas ralliés à cette armée indigène sous le contrôle de Jean-Jacques Dessalines. Parce qu'au moment où l'on se parle, il y a environ 500 000 nouveaux libres, c'est-à-dire 500 000 Noirs, anciennement esclaves, qui refusent de travailler et qui sont, grosso modo, intégrés dans ce qu'on appelle l'armée indigène. Sauf que de ces 500 000 Noirs-là, 60% d'entre eux sont nés en Afrique. On les appelle des bossals. Les autres 40% sont nés à Saint-Domingue, on les appelle justement des créoles. Et il y a eu des divergences de vues, des divergences d'opinion, des divergences de vision quant à ce qu'il fallait faire désormais à Saint-Domingue. Parmi ces bossals, il y a les fameux marrons, ceux qui vont faire des razzias, ceux qui vont pratiquer la guérilla dans les plaines, ils frappent et ils retournent dans les montagnes, selon la technique du hit and run. Ils frappent et ils courent. Bon. À la tête de ces marrons-là se trouvent de grands noms, par exemple, comme un certain Lamour d'Hérence. Lamour d'Hérence, qui est une véritable légende, surtout dans le sud d'Haïti, lui, il ne s'entend pas avec Dessalines pour une raison simple, c'est que quand Dessalines luttait dans l'armée française sous la direction de Leclerc, Leclerc utilisait Dessalines, entre autres, pour aller poursuivre les marrons dans les montagnes, et Dessalines n'était pas tendre avec eux. Maintenant que Dessalines ne lutte plus pour Leclerc, et qu'il lutte pour autre chose, c'est-à-dire pour l'indépendance de l'île, pour l'indépendance de Saint-Domingue, eh bien, Lamour d'Hérence a de la difficulté à croire en la conversion, pour ainsi dire, n'est-ce pas, de Dessalines. Donc, ces deux-là ne s'aimaient pas et ne se sentaient pas. Pourquoi je vous parle de Lamour d'Hérence? C'est que Lamour d'Hérence, lui, originaire de l'Afrique, selon les sociétés secrètes, il serait originaire du Congo. Lui, ça c'est très important, bien avant la date de février 1803, utilisait un drapeau pour ses propres troupes. Et devinez quelles étaient les couleurs de ce drapeau? Noir et rouge, disposés verticalement. Le noir et le rouge. Et la devise des troupes de Lamour d'Hérence, c'était « libre ou mourir ». Et là, je dois vous rappeler qu'avec Dessalines, c'est le bleu et le rouge. La devise de Dessalines, c'est « liberté ou la mort ». Sauf que le drapeau de Lamour d'Hérence, qui précède dans le temps celui de Dessalines, c'était le fameux noir et rouge, vertical, n'est-ce pas? Et au milieu de ce drapeau, il y a une devise, libre ou mourir. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Si vous me demandez entre le bleu et le rouge d'une part et le noir et le rouge d'autre part, lequel a précédé l'autre, eh bien, mon métier d'historien me commande de vous dire que le noir et le rouge précèdent le bleu et le rouge,
puisque bien avant la décision de Jean-Jacques Dessalines d'enlever le blanc du tricolore français et de créer un nouveau drapeau avec les deux couleurs restantes, le bleu et le rouge, et d'y apposer la devise « Liberté ou la mort », il y avait le drapeau de l'amour d'errance dans le sud, qui était le noir et le rouge disposés verticalement, et au beau milieu de ce drapeau, on retrouve justement la devise « Libre ou mourir ». Qu'est-ce qui va se passer en mai 1803, le 18 mai 1803, qui va faire en sorte qu'on retienne la date du 18 mai 1803 comme la date de la création du drapeau. Bon. En 1803, nous sommes dans cette fameuse guerre de l'indépendance qui va prendre fin en novembre 1803 à Vertières, lorsque Rochambeau, qui remplace le général Leclerc, va céder, n'est-ce pas, l'île aux indigènes, à nos ancêtres. Entre-temps, des généraux sont placés par Dessalines dans divers départements du pays. Nous avons par exemple le général Nicolas Geffrard qui est dans le sud. Nous avons le général Alexandre Pétion qui est dans l'ouest. Nous avons Dessalines qui est dans l'Artibonite. Sauf que celui qui règne en maître, n'est-ce pas, dans le département du sud, c'est précisément celui qui ne s'entend pas avec Dessalines, à savoir l'amour d'errance. Comprenez ce que ça représente pour une armée qui se veut unifiée. Une armée, précisément, se distingue d'une autre institution par sa capacité de communiquer entre les divers départements. La guerre de l'indépendance bat son plein, sauf que Dessalines n'arrive pas à envoyer des troupes et des munitions à Geffrard dans le sud. Pétion n'arrive pas non plus à envoyer des troupes et des munitions à Geffrard dans le sud. Et la question se pose, comment, écoutez bien, comment nous réconcilier avec les troupes de l'amour d'errance dans le sud pour nous permettre d'acheminer vers, n'est-ce pas, le sud des armes et des munitions. Pétion, qui est reconnu pour être un conciliateur, va entrer en contact avec le bras droit de l'amour d'errance, un certain Pierre Kangé. Il fait savoir à Pierre Kangé, je sais qu'entre Dessalines et votre chef, l'amour d'errance, ce n'est pas le grand amour, mais il y a sûrement moyen de nous entendre. Voulez-vous venir nous rencontrer, Dessalines et moi, à l'Arcaillet, pour que nous puissions trouver un modus vivendi, un modus operandi, de manière à ce que nous puissions acheminer des troupes et des munitions dans le sud vers Nicolas Geffrard. C'est ainsi donc que la date du 18 mai 1803 va être choisie et l'Arcaillet va être choisi parce que c'est la base de Pétion qui est responsable, n'est-ce pas, du département de l'Ouest. Qu'est-ce qui va se passer à l'Arcaillet? Il ne sera pas question de drapeau, les amis. Il sera question de s'entendre en tant que diverses armées indigènes pour combattre l'ennemi commun, à savoir le français esclavagiste. Vous notez que l'amour d'errance n'a pas daigné venir à cette rencontre. L'amour d'errance n'a pas daigné faire le déplacement pour venir à ce congrès de l'Arcaillet. C'est plutôt son bras droit, Pierre Kangé, qui est venu. Il est venu à bord de 3 ou 4 bateaux, n'est-ce pas? Et c'est ainsi donc que Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Pierre Kangé et d'autres se sont rencontrés à l'Arcaillet pour décider du plan d'unité des diverses troupes afin de vaincre l'ennemi commun, à savoir le français esclavagiste. Est-ce qu'on a parlé de drapeau
je ne suis pas sûr, puisque même dans la correspondance que Dessalines a transmise le lendemain, c'est-à-dire le 19 mai à Nicolas Geffrard, Dessalines n'a pas dit dans sa correspondance à Nicolas Geffrard qu'on vient de choisir un nouveau drapeau. Au fait, il ne saurait le dire puisque le drapeau a été choisi depuis février. Il n'a même pas dit qu'on vient de choisir une nouvelle devise. Au fait, la devise n'a pas changé puisque la devise est restée la même, liberté ou la mort. Il a seulement dit à Geffrard dans sa correspondance, nous nous sommes rencontrés hier et dans cette rencontre, nous nous sommes entendus avec les hommes de Pierre Kangé. Désormais, nous allons pouvoir vous acheminer des troupes et des munitions. Bon. Sauf qu'il y a une tradition orale, il y a une tradition vaudouesque qui est tenace. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une tradition orale qu'elle n'est pas sérieuse. J'ai de grands amis Oungans qui sont en même temps de grands chercheurs en historiographie, entre autres mon ami Jacques René d'Ottawa, qui est persuadé que ce congrès de l'Arcaïe, cette rencontre entre les divers personnages des diverses troupes indigènes, cette rencontre-là s'est déroulée dans un fort, dans un péristyle, qui appartenait à une mambo très influente auprès de Dessalines, Grande Guitton. Et c'est dans ce péristyle, dans ce fort, sous la houlette de Grande Guitton, que Dessalines aurait officialisé les couleurs bleu et rouge comme drapeau haïtien et aurait prêté serment, donc sur ce drapeau bleu et rouge, en jurant à ses collègues militaires qu'il conduirait ses frères vers la liberté. Bon. Encore une fois, si cette tradition dit vrai, vous notez que là, il ne s'agit pas de création de drapeau, puisque le drapeau a été créé depuis février 1803. Encore une fois, il ne s'agit pas de création de devise, puisque la devise va rester la même, liberté ou la mort. Probablement que Dessalines, en tant que militaire, aurait prêté serment sur ce symbole fort du bleu et rouge. Il aurait sûrement prêté serment dans un fort, puisque les couleurs bleu et rouge sont symboliquement très fortes dans le vaudou. Nous allons expliquer ce que représentent ces couleurs, mais il n'y a pas eu de création de drapeau le 18 mai 1803. C'est un mythe fondateur, comme on trouve dans tous les peuples, mais historiquement, le drapeau bleu et rouge a été créé, n'est-ce pas, 3 mois auparavant, c'est-à-dire au mois de février 1803. Est-ce qu'il y a eu une officialisation de ce drapeau? Là, je ne suis même pas sûr, puisque dès le mois de février, Dessalines a transmis des communiqués à ses différents généraux aux divers points de l'île, à savoir que désormais, pour éviter que les Français ne disent que nous ne savons pas pourquoi nous nous battons, notre drapeau va être le bleu et le rouge et notre devise va être liberté ou la mort. Que s'est-il passé donc à Arcaïe le 18 mai 1803? Une rencontre entre les diverses troupes indigènes rencontre par laquelle ces indigènes se sont donné le mot « Nous allons mettre de côté nos divergences de vues pour combattre le seul ennemi que nous ayons, à savoir le français esclavagiste. » Et c'est ainsi donc que, très peu de temps après cette rencontre-là, eh bien, effectivement, Pierre Kangé va délaisser les troupes de la Mondérance pour se joindre à l'armée de Dessalines et il va se battre, n'est-ce pas, aux côtés des troupes de Dessalines jusqu'à la victoire finale en novembre 1803. Le noir et le rouge vont rester. Ce n'est pas parce que Dessalines a choisi le bleu et le rouge en février 1803 que le noir et le rouge vont disparaître pour autant. Je veux pour preuve les exemples que voici. Après ce fameux congrès de mai 1803, eh bien, Pierre Kangé reprend le bateau avec les hommes qui l'ont accompagné pour retourner dans le sud. Et voilà que les bateaux à bord desquels se trouvaient les hommes de Pierre Kangé
ont été pris en cible par des bateaux français. Bon, l'un des hommes de Pierre Kangé, qui répond au nom de Jean-Pierre, a été arrêté par des marins français. Et devinez ce qu'on trouve dans son bateau. Dans son bateau, on retrouve le drapeau noir et rouge qui a pour devise « Libre ou mourir ». Donc, le drapeau noir et rouge n'est pas mort parce que Dessalines fait du bleu et rouge le drapeau de l'armée indigène. Au contraire, le drapeau noir et rouge va survivre à travers le temps. On s'était dit que le drapeau noir et rouge a survécu à travers le temps. J'en veux pour preuve les éléments que voici. Pierre Kangé va se joindre aux troupes de l'armée de Jean-Jacques Dessalines, donc l'armée indigène. Et Jean-Jacques Dessalines va lui confier la région de Jacmel, par exemple. Devinez quel drapeau était hissé sur les bases de Jacmel. Le drapeau noir et rouge avec pour devise « Libre ou mourir ». Donc, on s'approche de la fameuse bataille de novembre 1803, donc de Vertières, qui est pour moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, la plus importante bataille des temps modernes, car à Vertières, c'est des préjugés qui se sont battus. À Vertières, c'est l'ancien continent, le plus vieux continent et le nouveau monde. À Vertières, c'est des idéologies racistes qui se sont battus contre des idéologies égalitaristes, etc. Et à Vertières, donc, on retrouve les troupes de Kangé. Les troupes de Kangé qui arrivent dans le nord, etc. Devinez encore une fois quel drapeau Kangé va utiliser même dans le nord d'Haïti lors de la fameuse bataille de Vertières, le drapeau noir et rouge, qui a cohabité avec le drapeau bleu et rouge. Exemple, eh bien, au fort Picolet, qui se trouve, n'est-ce pas, non loin du Cap, on hissait le drapeau bleu et rouge lorsque Rochambeau a capitulé, mais Kangé a gardé le drapeau noir et rouge. Bon. L'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804 et il n'y a aucun document officiel qui fait mention du drapeau haïtien comme le drapeau bleu et rouge. Tout ce qu'on a, c'est des témoignages indirects. Car vous devez savoir qu'après l'indépendance, même si les nations européennes ou les États-Unis refusaient d'avoir une diplomatie officielle avec le nouveau pays noir, eh bien, ils avaient, ces pays-là, des relations officieuses. Donc, on retrouve des témoignages indirects de diplomates qui venaient voir Jean-Jacques Dessalines ou des étrangers qui venaient dans le pays pour toutes sortes de raisons et ils sont unanimes quand on leur demande mais quelles sont les couleurs du drapeau, quel est le drapeau qui est hissé, n'est-ce pas, dans les forts, qui est hissé sur les bases militaires, etc. Ils sont unanimes en disant que le drapeau haïtien, c'est le bleu et le rouge. Entre-temps, on ne s'est pas posé la question sur les armoiries ou sur la nouvelle devise. Nous sommes encore en janvier 1804. L'indépendance, une fois conquise, la question se pose, mais quel est le drapeau national? Le débat n'est pas encore fait. On n'a pas encore de documents officiels qui disent « voici le drapeau officiel de la nation ». Tout ce qu'on a, encore une fois, ce sont des témoignages indirects de représentants officieux des nations européennes comme l'Angleterre, de représentants officieux des États-Unis qui sont unanimes quand on leur demande « mais quel est le drapeau qui est hissé sur les forts? Quel est le drapeau qui est hissé sur, n'est-ce pas, les bâtiments militaires ?» Eh bien, ces observateurs étrangers sont unanimes en disant leur drapeau, c'est le bleu et le rouge. Mais vous notez qu'à date, il n'y a pas de réflexion qui est faite encore sur
les vraies couleurs du drapeau haïtien. Ah, nous sommes en janvier 1804. En mai 1804, donc 4 mois plus tard, on a un discours de Jean-Jacques Dessalines, ça c'est important, où, s'adressant à ses officiers, s'adressant à ses généraux, Jean-Jacques Dessalines dit « Il nous faut avoir un nouveau drapeau. » Au fait, le drapeau qu'on aurait dû avoir, c'est ça son expression, on ne l'a pas encore. Quel est ce drapeau? Il nous laisse songeur. On va le savoir lorsqu'effectivement Dessalines va promulguer la toute première constitution de la nation, donc en mai 1805. Vous notez, il en parle un an avant. En mai 1804, il dit, écoutez, le vrai drapeau, on ne l'a pas encore. Et un an plus tard, lorsque sa première constitution va être promulguée, alors il ne laisse aucun doute sur sa volonté, à savoir, le drapeau haïtien doit être le noir et le rouge. Et ceux qui connaissent Dessalines savent, et il y a une forte tradition orale, surtout dans les sociétés secrètes, savent que Dessalines n'a pas improvisé le noir et le rouge, il y a une pensée derrière tout cela. C'est comme si dans l'esprit de Jean-Jacques Dessalines, écoutez-moi bien, le bleu et le rouge étaient un drapeau de transition, mais que une fois l'indépendance acquise, les couleurs de la nation haïtienne devraient être le noir et le rouge. Je connais quelqu'un dont l'expertise, justement, ce sont les sociétés secrètes en Haïti, qui nous révèle dans son livre dont j'ai déjà parlé, d'ailleurs, les sociétés secrètes en Haïti, de l'imaginaire au réel, et lui, l'auteur, il dit, écoutez, le drapeau, jusqu'à présent d'ailleurs, des sociétés secrètes en Haïti, c'est le noir et le rouge. Vous vous souvenez? Quand je vous avais parlé de l'amour d'errance, et que je vous avais dit que bien avant le bleu et le rouge, l'amour d'errance avait déjà choisi son drapeau noir et rouge, eh bien, cet amour d'errance, qui est un adepte des sociétés secrètes, qui est considéré aujourd'hui encore comme un loi dans les sociétés secrètes, eh bien, le noir et le rouge, c'était le drapeau d'errance. Dessalines avait choisi dans un premier temps le bleu et le rouge, mais dans son esprit, le bleu et le rouge étaient conçus pour être un drapeau de transition. Et une fois la guerre de l'indépendance gagnée, le drapeau de la nouvelle nation doit être le noir et le rouge. Il a semé cette pensée auprès de ses généraux en mai 1804, donc 4 mois après la proclamation de l'indépendance, et un an après, donc en mai 1805, lorsqu'il promulgue sa première constitution, il révèle, sans mauvais jeu de mots, les couleurs. Le drapeau haïtien va être le noir et le rouge. Quand on sait à quel point nos ancêtres ne font rien par hasard, quand on sait que pour nos ancêtres, pétris de spiritualité africaine, et pour un Dessalines pétri de spiritualité vaudou, les odeurs ont une importance, les sons ont une importance, mais les couleurs ont aussi une importance. On n'a pas le choix que de nous arrêter sur les couleurs que Dessalines a choisies, le noir et le rouge, les couleurs que Christophe va garder, car entre-temps, lorsque Dessalines sera assassiné un an plus tard, soit en octobre 1806, le pays va être scindé en deux. Dans l'Ouest, on va avoir la République d'Haïti, donc on va passer de l'Empire d'Haïti à la République d'Haïti avec Pétion. Le drapeau de la République de Pétion va être le bleu et le rouge disposés horizontalement, tandis que dans le Grand Nord, on va donc passer au Royaume du Nord avec Christophe, et le drapeau du Royaume d'Haïti va être justement le noir et le rouge disposés verticalement avec le noir du côté de la rampe. Quand on sait
à quel point nos ancêtres étaient pétris de spiritualité africaine, quand on sait à quel point un Dessalines était pétri de spiritualité vaudou, puisqu'il y a une forte tradition voulant que les couleurs aient été choisies dans des péristyles, on ne peut se contenter de dire, écoutez, c'est une question de couleur, c'est une bagatelle, que nous importe que ce soit le bleu et le rouge, que nous importe que ce soit le noir et le rouge. Non, avec Jean-Jacques Dessalines, il y a eu une pensée profonde avant d'en venir à jeter son dévolu sur le noir et le rouge. Que représente le noir et le rouge dans la symbolique vaudou? Notez d'abord que le noir et le rouge sont les couleurs des sociétés secrètes mystiques en Haïti. C'est comme si pour Dessalines, eh bien, nous avons fait ce que nous avons fait grâce aux puissances tutélaires de nos ancêtres, grâce aux puissances tutélaires de nos aïeux, et que sans l'apport des sociétés secrètes, nous n'aurions pas battu, n'est-ce pas, l'armée française, et c'est important parce que les sociétés secrètes, c'est tout le service de renseignement de l'armée indigène, les sociétés secrètes, c'est tout le service d'empoisonnement des Français, les sociétés secrètes, c'est tout le service d'espionnage auprès des Français, les sociétés secrètes, c'est tout le service de mobilisation des troupes, et oui, Dessalines, dans un élan de reconnaissance vis-à-vis de ces sociétés secrètes-là, on dit, écoutez, si nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, nous devons reconnaître ces sociétés secrètes dans ce qu'elles ont apporté à cette nouvelle nation, dans sa démarche vers l'indépendance. Les couleurs de ce nouveau pays doivent être le noir et le rouge. Ça, c'est le premier sens qu'il faut accorder à cela, puisque le noir et le rouge sont les couleurs officielles des sociétés secrètes. Alors, arrêtons-nous à la symbolique des couleurs. Le noir et le rouge. Intéressons-nous d'abord au rouge. Vous notez que ce soit dans le drapeau transitoire dans l'esprit de Dessalines, le bleu et le rouge, ou dans le drapeau permanent, le noir et le rouge, on retrouve le rouge. Pourquoi le rouge? Parce que le rouge, c'est la couleur symbolique d'Ogou Ferraille, le dieu de la guerre, le dieu qui ne craint rien, le dieu qui, dans les mythes fondateurs d'Haïti, a chevauché un capot à la mort, par exemple, qui n'a pas eu peur des canons des troupes françaises, qui n'a pas eu peur des boulets des troupes françaises, au point que l'un des boulets des troupes françaises a atteint son chapeau et son cheval, il en est tombé, et dans sa chute, il continuait de dire, n'est-ce pas, en avant, cette bravoure a impressionné à ce point Rochambeau, que Rochambeau a demandé un arrêt momentané, le temps de féliciter ce soldat qui venait de se couvrir de tant d'honneur. Et lorsque Rochambeau devait capituler justement le 18 novembre 1803, il a tenu à faire don à ce brave soldat du nom de Capot à la mort, qui n'a eu peur ni de la mort, qui n'a eu peur ni des canons français, et dans les sociétés secrètes haïtiennes, dans la mystique vaudou, on a dit que ce Capot à la mort fut chevauché par Ogou Ferraille, dont la couleur symbolique est le rouge. Quand on dit que Capot à la mort fut chevauché par Ogou Ferraille, que dire de Dessalines? D'ailleurs, on continue de dire que Ogou Ferraille s'est incarné en Jean-Jacques Dessalines. C'est l'homme qui n'avait peur de rien, qui n'avait peur de rien par sa fougue, qui n'avait peur de rien par son intelligence, qui n'avait peur de rien en ce qu'il savait qu'il était investi d'une mission, celle de libérer ses frères et de les conduire à l'intelligence. Donc le rouge, c'est un hommage rendu à Ogou Ferraille. Si vous avez des doutes sur cet aspect précis de l'histoire, eh bien, lisez les rapports des Français eux-mêmes, qui sont archivés en France, par exemple, où des généraux racontent, on ne comprend pas ces noirs-là, on leur tire dessus,
Ils sont à nu-corps, ils n'ont pas de chaussures, ce sont des va-nu-pieds. Parfois, ils n'ont pas d'uniforme du tout, ce sont des sans-culottes. Ils nous marchent dessus. On leur ouvre le feu, ils continuent de danser, ils continuent de festoyer, ils disent en avant, ils continuent de dire que même s'ils devaient mourir, ils allaient se retrouver, n'est-ce pas, en Guinée, en Afrique, et que le canon des Français, c'est de la poussière. Eh bien, si vous avez des doutes sur leur bravoure, lisez donc les rapports des Français. Pour moi qui suis croyant, je ne peux écarter cet aspect surnaturel. Pour moi qui suis croyant tout en étant scientifique, je ne peux écarter l'apport, n'est-ce pas, de ces entités tutélaires de la spiritualité africaine. Je ne peux écarter l'apport de ces entités tutélaires de ces entités nègres. Et là, on parle en particulier d'Ogou Ferraille, le dieu de la guerre dans notre spiritualité. Et par ce drapeau, Dessalines et toute cette commission qui a travaillé sur le choix du drapeau impérial, eh bien, on a voulu rendre hommage à Ogou Ferraille. Vient maintenant le noir. Dans la symbolique vaudou, le noir, c'est entre autres la couleur de l'Egba. L'Egba, dans le panthéon vaudou, c'est l'entité qui se trouve au carrefour de la vie et de la mort. C'est l'entité qui fait la jonction entre le ciel et la terre. C'est l'entité qui fait la jonction entre l'ici-bas et l'au-delà. C'est l'entité qui fait la jonction entre, n'est-ce pas, l'ici et maintenant et l'au-delà. C'est l'entité qui se retrouve justement au carrefour parce qu'il lie les contraires. Eh bien, par le noir, Jean-Jacques Dessalines et ceux qui ont travaillé sur sa commission pour le choix du drapeau ont voulu rendre un hommage à l'Egba qui a créé cette ouverture. L'Egba qui a ouvert justement les barrières. Vous notez que dans toute cérémonie vaudou, on doit demander à l'Egba d'ouvrir les barrières parce que c'est l'esprit des opportunités, c'est l'esprit des ouvertures, c'est l'esprit qui fait se joindre des contraires. Donc par le noir, Jean-Jacques Dessalines a voulu rendre hommage à cet esprit tutélaire qui rend possible ce qu'on croyait impossible. Pensez-y. Pensez-y, les amis. Quand on parle de la guerre de l'indépendance, c'est une guerre qui a commencé, entre autres, n'est-ce pas, depuis 1791. Là. Et on avait vu en Toussaint Louverture une incarnation de l'Egba en ce que Toussaint Louverture rendait possible ce qu'on croyait impossible. Pensez-y. Nos ancêtres ont battu les Anglais. Un général Maitland de l'armée anglaise a dû capituler devant Toussaint Louverture. Et j'aime à dire que c'est à Saint-Domingue que pour la première fois, des armées européennes ont mordu la poussière devant des armées non européennes. Avant Saint-Domingue, les armées européennes se battraient entre elles. Parfois, l'une gagnait, l'autre perdait. Mais c'est la première fois à Saint-Domingue qu'une armée européenne était battue aux mains d'une armée non européenne. Toussaint a fait ça en battant l'armée anglaise. Toussaint a fait ça en battant l'armée espagnole. Toussaint a fait ça en battant l'armée française, puisque Toussaint n'a pas toujours été aux côtés des Français. On l'a vu dans l'émission consacrée à Toussaint Louverture, il se battait du côté des Espagnols. Alors, tous disaient, mais cet homme-là fait des ouvertures partout, il doit être l'incarnation de l'Egba. Et l'une des couleurs symboliques de l'Egba, c'est le noir. Précisément parce qu'on a fait ce que personne n'a cru être possible. On pensait que les Noirs n'étaient pas faits pour la liberté. On pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. On pensait que les Noirs étaient plus des animaux que des humains. Voilà que nous venons d'établir la toute première république noire indépendante du monde. Haïti devient une terre d'opportunités. C'est ça aussi le message que Dessalines veut envoyer par la couleur du noir.
Le noir, symbole de l'Eba, c'est le symbole des ouvertures, c'est le symbole des opportunités. Si vous prenez le temps de lire la Constitution impériale, Dessalines veut que Haïti soit une terre de liberté pour tous. Il l'a dit, qui que vous soyez, dès que vous mettez le pied sur Haïti, vous devenez libre. Donc, ce qui était impossible pour les autres devient possible. Et vous notez que dans ce sens-là, la révolution haïtienne a été une source d'inspiration pour tous les mouvements révolutionnaires de par le monde. Aux États-Unis, par exemple, un Nat Turner, dans sa révolte contre ses maîtres esclaves, a été inspiré par la révolution haïtienne. À la Jamaïque aussi, on regardait ce qui se passait en Haïti. Partout à travers le monde, Haïti était devenu le phare, n'est-ce pas, des nations libres, au point que même Victor Hugo, j'en parle dans mon livre, qui a eu des accès de racisme en son temps, eut à dire qu'Haïti est devenu un phare. Voilà le message que Dessalines a voulu lancer par le choix du noir. Le noir, dans la symbolique vaudou, c'est la couleur de l'Egba. Qui dit l'Egba dit opportunité. Qui dit l'Egba dit ce qui était impossible devient possible. Qui dit l'Egba dit justement tout devient possible alors. Le noir et le rouge, voilà les symboles, voilà les couleurs de la nation telle que Dessalines le veut. Le noir et le rouge, maintenant, du point de vue humain, c'est pour le noir quelque chose de fondamental que Dessalines voulait communiquer. Dans sa constitution, Dessalines a dit que le peuple haïtien serait reconnu comme un peuple noir d'un point de vue générique. Donc toutes ces nuances de colorisme, tous ces préjugés coloristes, tu as le teint plus clair, donc tu es plus près du blanc, donc tu es supérieur. Tout ce qu'on voit dans nos nations aujourd'hui, n'est-ce pas? Que ce soit en Haïti ou bien dans les nations antillaises ou bien dans les nations africaines, car nous ne sommes pas épargnés contre ce virus du colorisme. J'ai le teint clair, je suis supérieur. Ma femme a le teint clair, elle est plus belle qu'une femme qui a la peau foncée. Dessalines a voulu régler ce problème par le drapeau noir et rouge. Nous sommes un peuple noir. Être noir signifie être fier. Être noir signifie être parmi les premiers peuples de la terre ou être le premier peuple de la terre. Être noir signifie être libre. Voilà pourquoi notre nation est symbolisée par le noir. Mais le rouge, c'est la couleur du sang. Quel sacrifice nos ancêtres n'ont-ils pas dû consentir pour nous donner cette belle nation que nous gaspillons aujourd'hui? Ils ont versé leur sang. On ne peut compter les hommes et les femmes, car il y a eu beaucoup de femmes aussi qui se sont battues sur les champs de bataille, dans l'armée indigène, comme chef de régiment, comme chef de troupe. Eh bien, est-ce qu'on peut évaluer la quantité de sang qui a été versé pour nous donner ce beau pays? Eh bien, par le noir et le rouge, Dessalines a voulu communiquer ce rappel, ce mémorial. Ce que nous avons là, nous le recevons en cadeau, mais ça n'a pas été un cadeau pour les autres. Ils ont dû se battre. D'où la première devise dessalinienne, liberté ou la mort. Voilà donc ce que Dessalines voulait comme drapeau. Avant de passer au second point, si jamais on veut être sérieux en tant que peuple haïtien, il nous faut revenir au drapeau noir et rouge, disposé verticalement. Au fait, jusqu'à François Duvalier en 64, parce que, on le sait, Christophe va régner jusqu'en 1820, à sa mort, le pays va être réunifié sous Boyer, et avec Boyer, on va revenir aux couleurs bleu et rouge, disposées horizontalement. Quelle horreur! Les symboles sont importants. Quand les couleurs sont couchées, quel message on construit comme égrégore? Tandis qu'avec Christophe et plus tard François Duvalier, le noir et le rouge sont debout.
Et ça rappelle la fameuse phrase de Dessalines, au premier coup de canon, tous les Haïtiens sont debout comme des soldats. Eh bien, si je devais faire partie d'une commission réfléchissant sur le drapeau haïtien, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il nous faut revenir au drapeau noir et rouge pour les multiples raisons, non seulement historiques, anthropologiques, culturelles et mystiques que je vous ai mentionnées. Le noir et le rouge sont, quant à moi, les véritables couleurs de la nation haïtienne, mais disposées verticalement, c'est-à-dire nous sommes prêts à nous battre. Puisque le drapeau rouge et noir représente tout cela, pourquoi a-t-il disparu? En effet, il a disparu. Parce que ce que l'on sait, Dessalines va être assassiné en 1806. Dès l'assassinat de Dessalines, Pétion, dans la République d'Haïti, va revenir avec les couleurs bleues et rouges disposées horizontalement. Quelle horreur! Un drapeau, c'est un égrégore. Lorsque vous couchez les couleurs, quel message envoyez-vous à ce peuple? Ne l'invitez-vous pas à dormir? Même si dans le nord, Christophe gardait le noir et le rouge debout, et quand on compare ce que Christophe a fait dans le nord à ce que Pétion a fait dans l'ouest, il n'y a vraiment pas de comparaison. Christophe s'est imposé comme un bâtisseur, comme un visionnaire, comme un génie constructeur. Mais il va régner jusqu'en 1820. À partir de 1820, n'est-ce pas, Boyer va réunifier le pays, mais il va le réunifier sous le drapeau bleu et rouge, disposé encore une fois horizontalement. J'ajoute, quelle horreur! Et n'oublions pas que c'est ce même Boyer qui, dans son désir de ressembler aux Français, le fameux mimétisme, va accepter de payer, n'est-ce pas, les 150 millions de francs à la France qu'on avait battu quelques années plus tard, mais pour être accepté comme pays indépendant de la France. Trouvez l'erreur, les amis. Et ce drapeau bleu et rouge va rester jusqu'en 1964, lorsque Duvalier, pétri de mystique haïtienne, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut là. Duvalier était un dictateur, je veux bien, mais Duvalier comprend, n'est-ce pas, la symbolique haïtienne, il comprend, il a le sens de l'histoire, n'est-ce pas, haïtienne. Il va revenir donc au drapeau des Saliniens, disposé verticalement. Et à la chute du fils de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier en 86, on va revenir au drapeau bleu et rouge qui dure depuis ce temps-là. Mais la question c'est, pourquoi pourquoi ce malaise vis-à-vis du drapeau noir et rouge? J'essaie de comprendre ce malaise à partir de plusieurs points de vue. Bon, d'abord, il y a une ignorance de notre histoire. Moi-même, j'ai dû consacrer des années à replonger dans des recherches sur le drapeau haïtien pour me réconcilier avec ce drapeau, parce que l'ignorance faisant rage dans nos pays, on va nous faire avaler des couleuvres pour dire, écoutez, le bleu et le rouge, eh bien, c'est le véritable drapeau originel d'Haïti. Alors que dans l'esprit du père de la nation, Dessalines, comme on vient de le voir, le bleu et le rouge étaient conçus pour être un drapeau de transition et non le drapeau pérenne de la nation pour les raisons qu'on a vues. Mais j'ai l'impression que derrière le rejet du noir et rouge, il y a un rejet de soi. Ce que Jean Price-Mars appelle le bovarisme. Le noir nous rappelle notre couleur. Le noir nous rappelle notre race, et précisément parce que nous avons été scolarisés dans une école coloniale où on nous a appris à aimer le blanc et à détester le noir, donc à nous détester nous-mêmes, j'ai l'impression que dans notre subconscient collectif, quand on voit le noir, il nous rappelle notre passé et on préfère le cacher, on préfère le remplacer par le bleu. Je prête toujours attention à ceux qui défendent
le bleu et le rouge aux dépens du noir et le rouge. Et quand ils amènent leur argument, c'est jamais des arguments historiques, car l'histoire montre que le noir et le rouge a précédé le bleu et le rouge, et même Dessalines, qui dans un élan spontané a choisi le bleu et le rouge plutôt que le noir et le rouge, est revenu au noir et le rouge. Donc quand les gens disent, écoutez, le bleu et le rouge est antérieur au noir et rouge, historiquement c'est faux pour les raisons que je viens de voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inavouable. Vous savez quoi? On ne peut construire une nation en continuant à se détester. On ne peut construire une nation en continuant à ignorer ce que le père de cette nation avait en vue lorsqu'il s'est sacrifié pour nous donner cette nation. Vous notez par exemple que dans le cas des États-Unis, jusqu'à présent, ils ont la même constitution. Et lorsqu'il y a un débat au XXIe siècle, ils vont s'adresser à la Cour suprême pour que la Cour suprême dise à la nation qu'est-ce que les pères fondateurs avaient en vue lorsqu'ils avaient écrit tel ou tel article de la Constitution. Et ils vont chercher à comprendre l'esprit des pères fondateurs de manière à arrimer leur vie sur ce que les pères fondateurs voulaient. Nous avons le père fondateur de la nation qui nous a donné un drapeau et puis, ignorant la symbolique mystique qu'il y a derrière cela, ignorant la symbolique historique qu'il y a derrière ce drapeau, nous décidons par nous-mêmes de le remplacer par le bleu et le rouge. Et à chaque fois qu'on veut faire le débat, c'est comme si c'était une chose réglée. Non, ce n'est pas une chose réglée. Si personnellement j'avais l'opportunité de faire partie d'une commission sur le drapeau haïtien, je plaiderais jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour qu'on revienne au noir et au rouge pour des raisons historiques, pour des raisons mystiques, oui. La mystique fait partie de la culture haïtienne et pour des raisons culturelles. Et tandis que nous en sommes à nous poser la question sur l'opportunité ou non d'amender la constitution haïtienne, je pense que nous ne devons pas évacuer la question du drapeau. Une nation est faite de symboles, surtout quand il s'agit d'Haïti, la première nation noire indépendante dans le monde. Il ne faut pas évacuer le symbolisme de la chose. Et il suffit de s'être rendu ne serait-ce qu'une fois en Haïti pour comprendre à quel point Haïti, c'est une terre mystique. Lorsque les Taïnos avaient appelé Haïti, Haïti ou terre haute, ils ne parlaient pas seulement des montagnes qui entourent ce pays, ils parlaient d'Haïti en tant que terre mystique, terre hautement, n'est-ce pas, mystique. Alors, on ne peut évacuer la question mystique dans l'égrégore de notre drapeau. Je vous ai livré ma pensée, à vous de la transmettre à d'autres pour qu'on revienne à la pensée du père fondateur de la nation, à savoir le drapeau noir et rouge. On va s'arrêter ici et à la toute fin de l'émission, je voudrais m'intéresser à la question que voici. Pourquoi nos ancêtres ont réussi tandis que nous échouons? Je comprends qu'il y a un trauma qui est associé au drapeau noir et rouge puisque Duvalier l'a utilisé en 64 et cela jusqu'à son départ. Je comprends ça, moi-même je suis né sous Duvalier, je suis un prématuré à cause de Duvalier. Mais nous devons justement faire face à nos traumas pour nous reconnecter à notre histoire. Est-ce que vous notez quelque chose? Quand il y a des manifestations en Haïti et que le peuple haïtien, le véritable peuple haïtien, les masses haïtiennes veulent se faire entendre, vous remarquez que les masses haïtiennes utilisent le drapeau noir et rouge pour dire voici qui nous sommes vraiment. Donc, on ne peut pas continuer à balayer sous la table la question de l'égrégore, n'est-ce pas, haïtien, la question du drapeau haïtien. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que du point de vue historique, le véritable drapeau haïtien, tel que le père fondateur de la nation l'a voulu, c'est le noir et le rouge. Maintenant, avant de terminer, posons-nous la question, pourquoi nos ancêtres ont réussi là où nous échouons? Parce que créer un drapeau, c'est aussi créer une nation.
nos ancêtres étaient en mesure d'utiliser leurs ennemis ou leurs ennemis. J'ai l'impression que nous avons perdu notre lucidité. Nous prenons pour amis des gens qui sont au fait nos ennemis. Et nous considérons comme ennemis des gens qui sont nos amis. Vous savez à quel signe on fait le distinguo entre amis et ennemis? Un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. Comment on sait que quelqu'un est notre ennemi? Regardez son histoire avec nous. Vous pensez que la France est votre ami? Vous pensez que le Royaume-Uni est votre ami? Vous pensez que les États-Unis sont vos amis? Regardez l'histoire de ces pays-là avec votre pays et vous allez réaliser que ces pays-là vous ont toujours fait du mal en ce qu'ils vous ont toujours exploité. Donc, nos ancêtres ont pu identifier leur ennemi. Est-ce que nous avons cette lucidité-là? Ou souvent, nous prenons l'ennemi pour l'ami et nous considérons nos amis potentiels, qui sont peut-être égarés aujourd'hui, comme des ennemis. Quelqu'un qui n'a pas la même pensée politique que nous, quelqu'un qui n'a pas la même vision que nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne partage pas les mêmes convictions politiques que moi qu'il devient automatiquement mon ennemi. Toussaint Louverture appelait ceux qui n'avaient pas les mêmes visions politiques que lui comme des amis, des frères qui ont été égarés pendant un certain temps et à qui il faut tendre, n'est-ce pas, l'olivier de la paix. La deuxième raison qui explique le succès de nos ancêtres dans la création du drapeau, dans la création de la nation, c'est qu'ils étaient en mesure de construire un projet commun. Ils identifiaient leurs ennemis. Ils avaient un projet commun. Quel était ce projet commun? Nous voulons créer une nation libre. Nous voulons créer un État dans lequel hommes et femmes sont libres. Ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas. Car pour avoir un projet en commun, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Ils disent plus jamais l'esclavage. Malheureusement, nous aujourd'hui, on n'a plus de projet commun. Tel parti politique a pour ambition de s'accaparer du pouvoir et une fois qu'il parvient au pouvoir d'y rester et il est prêt à tout pour y rester. Ce n'est pas ça que j'appelle un projet commun. Un projet commun pour Haïti serait par exemple qu'Haïti redevienne le phare qu'il est appelé à être. Un projet commun pour tel pays d'Afrique par exemple serait que tous puissent manger à sa faim. Un projet commun pour tel autre pays serait que les ressources de ce pays soient mises au service de la majorité de ce pays. Et enfin, non seulement ils étaient en mesure d'identifier leurs ennemis, ils étaient en mesure d'avoir un projet en commun, ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas, enfin, ils étaient prêts à tous les sacrifices pour atteindre ce rêve. Liberté ou la mort. Et quand Dessalines disait liberté ou la mort, il était vraiment prêt à mourir là. Quand Dessalines disait, écoutez, si jamais les Français voulaient nous reprendre ce pays, ils vont retrouver un tas de cendres. Quand Christophe a dit cela, il le pensait vraiment. Christophe, dont j'ai déjà parlé dans une autre émission, c'était un entrepreneur extrêmement riche. Lorsque les troupes de Leclerc sont arrivées à Saint-Domingue et Christophe a refusé de se rendre, il a suivi donc le mot d'ordre de Toussaint Louverture, à savoir mettre le feu partout. Vous savez, qu'est-ce qu'il a incendié le premier? Sa maison. Et là, on parle d'un manoir avec des œuvres d'art de grand prix, avec, n'est-ce pas, des objets de grande valeur. Il a prêché par l'exemple en mettant le feu dans sa maison, dans son manoir, devrais-je dire, en premier. Sommes-nous prêts aujourd'hui à tous les sacrifices pour notre patrie? J'ai lu l'hymne haïtien au début de l'émission. Pour le pays, pour la patrie, pour le drapeau, pour les ancêtres, mourir est beau. Aujourd'hui, nos leaders sont des opportunistes,
Des gens qui attendent que les pays tuteurs leur passent le pouvoir, que la France leur donne le pouvoir, que les États-Unis leur donnent le pouvoir. Ils ne sont pas prêts au sacrifice ultime pour tirer leur population vers le haut. Voilà pourquoi la population ne les suit pas. Ils ont des ambitions personnelles, mais ils ne sont pas des leaders légitimes ni des leaders crédibles parce qu'ils ne sont pas prêts à tout pour les pays que les ancêtres leur ont légués. J'espère que l'émission vous a été utile. J'espère qu'en dehors de toutes ces informations historiques, il y a une réflexion qui est en train de germer dans notre esprit, à savoir que nous n'avons pas le droit de changer des symboles qui nous ont été transmis. Nous n'avons pas le droit de changer des égrégores qui nous ont été donnés lorsque nos ancêtres ont choisi, n'est-ce pas, les couleurs, ils savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, à nous de nous rendre dignes de cet héritage et de pousser cet héritage plus loin et plus haut que les ancêtres ne nous l'ont transmis. Je suis Jean-Fils Aimé, je suis historien de formation, médiéviste. Je suis théologien, docteur en théologie et vaudouologue, expert, n'est-ce pas, dans la spiritualité vaudou. Et je détiens également une maîtrise en administration publique, donc je sais ce dont je vous ai parlé. Dans l'espérance de vous avoir été utile, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. À la semaine prochaine. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.